Dear viewers, dear followers, bon après-midi. Président Christian Pendaïkoka, bon après-midi. Salam alaikum. Malaikum salam. Alhamdulillah. J'ai envie de vous demander comment vous vous portez en ce samedi après-midi. Ça va, ça va. Ça va très bien. Chaque fois qu'on va rencontrer la jeunesse, n'est-ce pas, de tout le Cameroun, du nord au sud, d'est en ouest, la diaspora, pour leur redonner du punch pour le combat qui nous anime. Merci, Président. Aujourd'hui, nous n'allons pas avoir un thème principal. Nous allons aborder 10 questions brûlantes d'actualité. 10 questions qui nous ont été suggérées par nos followers. Parce qu'il faut le dire, ils écrivent beaucoup. Ils envoient des questions et nous avons jugé opportun de ne traiter que de ces questions aujourd'hui. Ce sont des questions d'actualité pour lesquelles ils voudraient bien avoir votre ressenti. Nous allons attaquer tout de suite. La première question, Président, c'est After more than 2 months of the de facto imprisonment, your ally, Professor Maurice Kamto, has regained his freedom. Let us say freedom to move. Yeah. You were among the first person to meet him after this ordeal. How do you find the man? What is your feeling after this another sad episode in Cameroon national political life? Actually, I found him peaceful. I found him strong, as always. I found him serene. Of course, he has regained freedoms. But freedoms for what? Why was he first put in this sequestration arbitrarily with all his family? And I would like to say this is the basic reason, the fundamental reason of our fight, of this struggle. It's a struggle for freedoms. Actually, as you know, in our movement, ACT AG, we say only free minds, only free men and women can develop. Because development is freedom. Development is freedom. And if there is any purpose, if there is any raison d'etre for this struggle, above any political affiliations, above any partisanship, because ACT is a transpartisan movement. Would it be that you are from CPDM, you're from SDF, from UNDP, or even CRM, meaning MSA? Normally, you should be concerned by those fundamentals. And the fundamentals is about the freedoms, the basic freedoms of the human being. That the essence of this struggle is a struggle of a civilization, is a struggle for civilization. Only free men, only free women can develop. And I used to say, if we win this freedom, that will be almost the end of it. Because only through freedom, that's one you can undertake. You are free to succeed. You are free to undertake. You are free to believe. You are free to innovate. You are free to love. You are free to express your talents, And this freedom is actually development. Any country where those basic freedoms are actually squashed, are actually squeezed, there is no development there. And there won't be any development there. And this is the main reason that, and this is the main reason why you can find Cameroon in such a deadlock now. Cameroon isn't a deadlock. Cameroon is a fractured country. Cameroon is a country in impoverishment. Why is it that? Because people cannot freely exercise their freedom. You see some rich traders, but they are not free. They cannot innovate. They cannot express themselves. And you can see them. They are only by themselves, as we used to say here, but they are not free. You're calling them rich men and women, but they are not free
Because they are not free, they are not developed. Because they are not free, they are not civilized. You see, and that's why our fight is about a fight for civilization. As long as this fight, as long as this struggle for freedoms will not be achieved, we will not stop it because, and I cannot say that because Maurice Kamto was actually desequestrated with his family, the fight is over. No, this is not the reason of my fight. No, it cannot be the reason of my fight. I'm not fighting for what? I'm fighting for the younger generations so that they should be free. Because freedoms is development. That's why this will be my first answer to your question. I like the words deadlock that you just pronounced in your answer. C'est une chape de plomb qui est au-dessus de la tête des Camerounais. Est-ce qu'il y a un moyen d'espérer que cette chape de plomb explose un jour ou l'autre? Serge, c'est même, je continue de dire, la raison d'être de ce combat, en tout cas de mon combat. Elle n'a rien à voir, elle est multipartisane. Qu'on soit aujourd'hui RDPC, je veux dire RDPC vraiment, la jeunesse du RDPC, qu'on soit SDF, qu'on soit UNDP, qu'on soit MRC, qu'on soit la jeunesse du Nord, du Sud, n'est-ce pas, de l'Est ou de l'Ouest, la jeunesse anglophone, la jeunesse anglophone, ainsi de suite. Si le combat pour la liberté n'est pas gagné, tous les autres combats politiques n'ont pas de sens. Tous les combats politiques dans les pays développés ont d'abord eu pour fondement les libertés. C'est-à-dire que l'être humain puisse s'exprimer librement. La liberté de réussir, la liberté d'entreprendre, la liberté de croire, la liberté d'aimer, la liberté d'échouer, la liberté de recommencer, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on a appelé les libertés fondamentales. Et toutes les civilisations qui ont aspiré à une sorte d'évolution, c'était d'abord ces libertés-là. Elles ne sont pas partisanes. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai défini aujourd'hui l'opposition, n'est-ce pas? L'opposition et c'est-à-dire le parti au pouvoir et ce qu'on appelle l'opposition. Le parti au pouvoir et ses affidés, si vous observez bien, ce sont des forces rétrogrades de conservatisme féodal, voire même religieux. Ces forces sont des ennemis du progrès. Des ennemis du progrès. Ces forces sont des ennemis de la science et de la technologie. Ces forces sont contre l'émancipation de la femme. Ces forces sont contre le progrès de l'enfant. Ce sont des forces obscurantistes. Ça, c'est une classe de gens. Vous pouvez les grouper dans plusieurs partis à la fois. Vous voyez d'ailleurs des gens qui forment la coalition avec le régime au pouvoir, ces partis, qu'ils appartiennent tous au même moule philosophique. C'est des forces obscurantistes. C'est pour ça que le Nord, quand je parle du Nord, rassemblant beaucoup de ces forces qui se sont agglutinées autour du pouvoir régnant, n'est-ce pas? Le Nord ne peut pas se développer. Parce que, en fait, le Nord abrite, au niveau de ses élites politiques, des forces rétrogrades et obscurantistes de conservatisme féodal et religieux. Ce sont des ennemis du progrès. Ce sont des ennemis des libertés. Vous voyez? Ce sont des ennemis de l'émancipation de la femme. Ce sont des ennemis de l'émancipation de la jeunesse. Ce sont des ennemis de l'entrepreneuriat, le vrai entrepreneuriat, où il faut de l'audace, il faut remettre la situation, le statu quo en cause pour innover, pour avancer. Ce sont des ennemis de l'innovation. Et en face de cela, indépendamment des labels politiques, je mets des forces de progrès. C'est-à-dire que qui doit avoir pour seul objectif, n'est-ce pas, de faire avancer la société, d'assurer la liberté à tout le monde. Nous croyons à la science et à la technologie.
nous croyons à une espèce de libéralisme religieux. Je ne vais pas forcer quelqu'un à entrer dans telle ou telle église. Il a la liberté de croire. Il a la liberté d'être musulman et d'une certaine option mahométan, n'est-ce pas, comme on peut la trouver, comme il peut être chrétien avec une obédience propre, comme il peut être musulman avec une autre obédience, comme il peut d'ailleurs ne pas l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est des forces de progrès, c'est comme ça que je les vois aujourd'hui. Et j'estime, moi, aujourd'hui que, quelle que soit votre étiquette politique, si vous ne travaillez pas à ce que les forces rétrogrades d'obscurantisme, de conservatisme féodal et religieux puissent ne pas vaincre, n'est-ce pas? C'est ça que j'appelle, n'est-ce pas, les vrais ennemis du progrès. C'est ce que j'appelle les vrais ennemis du progrès. Tant que vous ne travaillez pas dans la direction d'enlever. Donc pour moi, ce n'est pas un problème d'appartenir au MRC ou au SDF ou à l'UND ou l'UDC ou ainsi de suite. Je catégorise ça par les forces de progrès. Quand vous êtes les forces de progrès, nous devons tous être d'accord, au moins pour que les gens puissent jouir de ces libertés-là. Merci, Président. Vous avez évoqué... Et c'est pour ça que, vous m'excusez, avant de continuer votre question, quand vous avez parlé de deadlock, c'est-à-dire qu'on est dans une impasse, on est vraiment dans une impasse de ces libertés. Et quand je dis impasse par rapport à ces libertés, c'est également une impasse de développement. Tout à fait. Parce que j'ai l'habitude de vous dire que, n'est-ce pas, la liberté, c'est le développement. Et donc, si vous êtes dans une impasse de liberté, vous serez forcément dans une impasse de développement. Parce que ce système, tel qu'il se présente, c'est un système qui ne développe pas. Je vais vous faire remarquer une chose. C'est un système dont l'ADN génère essentiellement des prédateurs. Tout à fait. Des prédateurs, des parasites. C'est-à-dire, une espèce, vous savez, le parasite est un corps vivant qui s'infecte dans un autre, qui s'incruste dans un autre corps vivant, mais pour l'empêcher de vivre, de se développer, alors qu'il ne lui apporte rien du tout. Donc, le système que nous avons aujourd'hui, dont l'ADN le pousse à produire des parasites, va faire quoi? Ce sont des parasites qui vont consommer des richesses, mais sans les créer. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Ce sont ce système politique que vous avez, qui a tout concentré, tous les pouvoirs entre les mains d'une personne qu'ils ont appelé l'homme-dieu, leur homme-dieu qui n'est pas Dieu, il a pour résultat, n'est-ce pas, de produire des parasites qui vont consommer des richesses, mais sans les produire. Vous comprenez? Donc, c'est des forces qui vont appauvrir la société. Et en réalité, puisque c'est des forces qui vont appauvrir la société, vous avez le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est une société camerounaise qui est fracturée, qui est appauvrie. Le chômage est massif. La jeunesse est désespérée. Sans repère. Sans repère. Vous prenez sur tous les plans. Regardez les infrastructures. Elles sont lacunaires. Il n'y a rien du tout. Vous n'arrivez pas à construire des routes. Regardez les déficits, déficiences de routes, déficiences de chemin de fer, déficience d'eau, déficience énergétique, déficience d'infrastructures sanitaires, d'infrastructures éducatives. Je ne vous souhaite pas de tomber malade et d'aller dans une structure hospitalière des nôtres. Qu'est-ce que vous allez voir là-dedans? Vous devrez payer. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous qui êtes malade, vous devez payer parce que le système produit des parasites qui n'arrivent pas à créer des structures sanitaires qui soient à même de prendre soin des gens. Ce système va générer des parasites qui vont enrichir une poignée de gens, mais des gens qui ne travaillent pas. Hippolyte et Serge, des gens qui ne travaillent pas, au détriment de la grosse masse de la population. Et tous les indicateurs sont là de l'impasse de ce système qui ne peut pas apporter des réponses aux aspirations et aux problématiques des populations. Voilà pourquoi les régionales participants de ce système n'ont aucune valeur ajoutée au système. On en parlera un peu tout à l'heure. Ok, d'accord. Voilà. Deadlock, j'aime beaucoup ce terme et on le développera, je crois, lors d'un autre talk. Président, le mouvement Agir Acte vient de lancer une pétition adressée à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sur l'utilisation de ce que l'on appellera les fonds Covid-19. Oui. Qu'en est-il exactement, Président, et qu'est-ce qui justifie cette démarche? Vous savez, ce qui
Ce qui justifie cette démarche, c'est quoi? C'est qu'on est dans un pays où finalement, le gouvernement ne rend pas compte. Alors que dans tous les pays qui se respectent, justement, on doit rendre compte, le gouvernement là, doit rendre compte aux populations qui l'ont élu, n'est-ce pas, par rapport aux dépenses. Ça fait 2 ans que M. Biya est censé avoir été élu. Ça fait 2 ans. J'aime bien censé avoir été. Mais j'ai dit censé, bien entendu. Vous savez pourquoi je le dis? On n'y croit pas. Et donc, ça fait près de 10 000 milliards en termes budgétaires. 2 exercices. Oui. 2 exercices. Mais où vous ne ressentez pas qu'il y a eu quelque chose. L'impact de ces 10 000 milliards sur votre vie, sur la vie des populations, sur la vie de la jeunesse, vous ne l'avez pas. On vous rend compte de rien du tout. Ou vous n'avez pas l'impression que des routes ont avancé, le chemin de fer a été pensé, construit. Vous n'avez pas l'impression que l'eau, exactement, que les logements sociaux, parlant de ça, ils ont parlé de 10 000 logements sociaux. Rien n'est fait sur ce plan. Vous n'avez pas l'impression que les adductions d'eau se sont améliorées. Vous avez toujours des pannes d'électricité, n'est-ce pas? C'est tout aussi courant. Vous allez à l'hôpital, disons que c'est la même tragédie. Hein. Voilà. Donc, exactement. Donc, rien n'a été fait. Et j'ai l'impression que, parce que nous avons pris l'habitude de ne pas poser des questions, le Parlement, qui aurait dû être une institution de veille, ne pose pas de questions. Je vous donne un exemple. Les ressources pétrolières. Vous avez déjà vu M. Moudiki Adolphe au Parlement en train de répondre aux questions par rapport aux ressources pétrolières? Jamais. Mais, jamais. Puisque ce n'est pas le ministre des Mines et de l'Énergie qui est concerné par le pétrole du Cameroun. Non, ce n'est pas de son ressort. C'est du ressort de la SNH. Avez-vous donc vu le directeur général de la SNH aller répondre devant le Parlement, non seulement de ce qui a fait de l'argent, mais notoirement de l'accomplissement des missions de la SNH. C'est-à-dire que vous avez au départ une charte des missions de la SNH dès le départ. Maîtriser le secteur de l'énergie, maîtriser le domaine de l'énergie sur tous les plans. Ce n'est pas simplement une vache à lait où quand on a vendu le pétrole, une ressource naturelle, on dit que oui, la SNH a transmis 600 milliards au budget du Cameroun. Mais non, le DG de la SNH, l'administrateur directeur général de la SNH, doit venir rendre compte aux Camerounais, par le truchement du Parlement, de l'accomplissement de la réalisation des missions qui ont été, n'est-ce pas, assignées à la SNH. Or, la gestion de la SNH devient comme un tiroir-caisse entre le chef de l'État et l'ADG. Mais le pétrole n'est pas la propriété de M. Biya. Le pétrole est une ressource naturelle au même titre que le bois, au même titre que l'or, au même titre que le diamant, au même titre que le fer, la bauxite. Vous n'êtes pas en train d'imaginer qu'on serait en train d'exploiter la bauxite sans que le ministre des Mines vienne rendre compte de l'exploitation de la bauxite ou du fer devant les parlementaires. Quel est ce pays? Vous passez des décennies et des décennies, voilà 2 messieurs qui gèrent le pétrole du Cameroun, qui ne rendent pas compte. Je ne vais même pas parler de leur âge. Je m'arrête pour que vous réfléchissiez un peu. Je ne vais pas parler de l'âge de ces 2 messieurs qui vont nous faire le coup, où on se retrouve dans une situation où on ne saura même pas, parce que vous ne savez pas. Ça se passe entre 2 personnes. Est-ce que ça, c'est un pays? Voilà, il y aura une pétition. Quand on fera une pétition sur ça, vous allez me poser la question, pourquoi la pétition? Mais la pétition doit se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? La pétition doit se faire. Nous avons donc voulu commencer par le secteur de la santé, en profitant, n'est-ce pas, de la crise sanitaire de la COVID-19, pour demander que les comptes soient rendus aux populations. Parce que ça avait été suffisamment précis. Pourquoi? Parce que beaucoup d'argent a été reçu par le Cameroun, n'est-ce pas, à l'occasion de la COVID-19, pour que le gouvernement apporte un soutien massif aux entreprises et aux ménages. Il y a eu une facilité de crédit rapide du FMI, de l'ordre de 236 millions de dollars au mois de juin,
qui correspondait à peu près 130 milliards de francs CFA. Il y a eu un moratoire qui a été accordé sur le service de la dette de cette année, qui correspondait donc à plus de 400 milliards de francs CFA. Il y a eu différents appuis bilatéraux, n'est-ce pas, de pays qui nous ont accordé une assistance. Mais quand vous recevez autant d'argent, dans un contexte, il faut rendre compte. Il faut qu'un gouvernement vienne et vous dise de manière transparente qu'est-ce qui a été fait de cet argent. Parce que vous qui circulez en ville, vous n'avez pas l'impression que ni les ménages, ni les entreprises aient reçu un appui quelconque. Mais vous voyez bien dans tous les autres pays, n'est-ce pas, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, ainsi de suite, que les ménages recevaient des chèques pour pouvoir affronter, n'est-ce pas, les affres de la COVID-19, que les entreprises recevaient un soutien pour pouvoir le faire. C'est une habitude que nous sommes en train d'initier, que les gens soient sûrs. Ce ne sera pas la première pétition, parce que nous sommes très préoccupés par l'économie et le social. L'économie détermine le social. Nous voulons, pour nous, pour agir, c'est important, l'économie et le social, et naturellement les conditions politiques après déterminent, les conditions politiques des institutions politiques déterminent la manière dont vous allez faire l'économie et la manière dont vous allez faire le social. Vous voyez bien la corrélation. Donc ce ne sera pas, c'est la première pétition, mais il faut que nos followers s'attendent à ce que nous soyons là tout le temps pour les questions économiques et sociales. Les questions politiques pour nous sont en filigrane parce que quand elles ne sont pas traitées comme il faut, elles vont déterminer l'économique et le social. Et tant que vous aurez ces institutions qui sont des institutions politiques prédatrices, extractives des rentes, c'est-à-dire qui produisent des parasites, vous pouvez voir vous-même qu'ils vont avoir une influence sur la manière de faire l'économie et le social. Toi, vous ne voyez pas. Parce que quand vous apprenez à un moment donné que quelqu'un a créé une entreprise et qu'un an après, bon, vous créez une entreprise, vous avez des cymbales, à corps et à cri, vous organisez l'inauguration de l'entreprise, par exemple, la fameuse usine de fabrication de beurre de cacao à Kekem, vous faites grand bruit autour de ça, vous voyez les ministres bouger et tout. Après un an après, on vous dit que non, ça ne marche plus. Il y a une banque qui est en train de se poser la question que oui, mais l'argent, il y a eu surendettement, ainsi de suite. Vous ne voyez pas le lien. Mais vous vous posez la question, mais attendez. Comment une institution économique, c'est-à-dire la banque, peut avoir prêté de l'argent à une entreprise sans faire tous les due diligence nécessaires avant de prêter de l'argent, pour simplement se dire après que oui, l'entreprise n'arrive pas à rembourser. Quand vous allez chercher bien, vous allez voir les collusions entre les politiques, parce qu'après tout, ceux qui sont au-dessus de la finance du Cameroun, ce sont les autorités politiques. La banque travaille en deçà de ces autorités monétaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. La politique bancaire, la politique de crédit n'est pas définie par les banquiers. Elle est définie par les autorités monétaires. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il y a un lien très fort entre le politique et l'économique. Et lorsqu'on viendra décortiquer pour l'information de nos followers des choses qui se passent à des niveaux micro, c'est-à-dire de l'entreprise qui emprunte de l'argent mais qui ne peut plus rembourser, ils comprendront facilement le lien. Ils comprendront facilement le lien. Voilà. Donc, ce n'est qu'un début. Les pétitions, les études de cas, n'est-ce pas, des études de cas, c'est ce que nous ferons. On va vous dire que oui, on est en train de construire un barrage comment tu appelles ça, en PPP, n'est-ce pas, en partenariat public-privé. Nous prendrons le barrage, nous allons leur montrer de manière détaillée pourquoi c'est un PPP qui n'a pas marché. Souvenez-vous à l'époque, quand on m'a dit pendant l'élection que oui, Paul Biya a soutenu la construction d'un projet de barrage d'une usine bauxite dans la zone de la Léquier. J'avais fait tout un papier, tout un article pour montrer que ça ne tient pas la route. Par les chiffres, par l'ampleur, c'est comme ça qu'on doit pouvoir éclairer les populations, pas autrement, pas avec les incantations. Et nous sommes là pour éclairer les populations avec les chiffres, n'est-ce pas? De mettre notre expérience
plus de 40 ans d'expérience à faire tout cela au service des populations pour que nous ayons une jeunesse éclairée et qui soit capable maintenant de créer de la richesse par elle-même et d'elle-même. Restons sur la COVID-19. Président, le professeur Maurice Kamto, l'initiateur de Survie Cameroun, a annoncé la clôture de l'initiative pour la fin de cette année, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines. Au-delà de l'engouement suscité par cette initiative et de l'adhésion populaire qu'on a pu rencontrer, quel est le regard que vous jetez aujourd'hui sur cette expérience? Quelles seraient les perspectives qu'on pourrait en attendre? Écoutez, c'est une initiative citoyenne qui, d'abord, ne saurait être la seule lorsque vous êtes dans un cadre de liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Lorsque vous êtes dans un cadre de liberté, dans les autres pays, il y a plusieurs initiatives citoyennes. Il y a des gens qui lancent des fondations, il y a plusieurs fondations dans les autres pays. Donc, ce n'est pas une initiative qui saurait rester isolée. Il faut que dans ce cadre de liberté, que beaucoup plus de gens puissent lancer ce genre d'initiative et qu'on crée même un cadre légal, n'est-ce pas, pour leur permettre de le faire. Naturellement, comme d'habitude, je dois remercier tous les contributeurs et donateurs à cette initiative qui nous a permis de faire justement des dons de masques, de gel au moment où la Covid vraiment était au top niveau. Bon, j'espère que ce n'est pas une vague qui revient, mais nous sommes encore en train de distribuer les masques là, comme vous voyez. Et tout est à l'honneur du professeur Maurice Kamto, qui avait pris cette initiative et qui m'a demandé de la manager, et j'ai accepté. Et forcément, comme je vous avais dit, le 22 août, quand je faisais le bilan d'étape, ouais, qu'à un moment donné, il faudrait que ça arrête. L'initiative était faite dans un contexte de catastrophe, dans un contexte d'accident. Ce n'était pas une initiative permanente, donc dans un contexte de catastrophe, même la logique, n'est-ce pas, de l'initiative ne pouvait pas rester dans un contexte de catastrophe. Et il ne fallait pas la rendre permanente parce que ça ne se justifierait pas. Nous avions dit aux autorités qui essayaient de nous harceler que cela a été fait dans un contexte de catastrophe. Quand vous avez une personne qui est accidentée, vous demandez d'abord par l'autorisation de lui porter assistance, ouais, de lui porter secours, vous le faites et puis on voit après. Donc c'est dans ce cadre qu'il faut voir cette initiative. Il faut dire que maintenant, on va vers la fin de l'initiative. Qu'est-ce qui en naîtra demain? Beaucoup de choses peuvent en être. Moi, peuvent en émerger. Je ne peux pas dire quoi que ce soit aujourd'hui. Je dis que beaucoup de choses peuvent en émerger. Ce sera selon le souhait des gens. Mais, encore une fois, je dis que ce genre d'initiative, le contexte légal doit permettre qu'il y en ait suffisamment. Mais ce qu'il faut noter, c'est quand même que Maurice Kamto lance cette initiative par l'observation de l'absence du gouvernement à ce moment et du chef de l'État à apparaître. Alors que dans tous les autres pays, on voit le chef de l'État au premier rang en train de mobiliser les populations, en train de mobiliser tout le corps social indépendamment des options pour lutter, n'est-ce pas, contre ce danger-là. Et Maurice Kamto observe qu'il y a ce vide et se dit, mais attendez, en compassion et en solidarité par rapport aux populations, moi je ne peux pas laisser le lancer. Mais vous vous souviendrez que les premiers coups qu'on a eus, c'était du harcèlement. On était contre nous. D'ailleurs, les gens se posaient la question, est-ce que nous allons continuer après les premiers harcèlements, les premières représailles du gouvernement? Mais comme j'avais promis aux gens, je disais que rien ne m'empêchera, n'est-ce pas, de distribuer les masques et les gels aux populations éprouvées. Et je pense que c'est ce que nous avons fait. Les conditions étaient certainement difficiles pour déjà obtenir l'argent et ainsi de suite, les risques qu'on prenait et tout. Vous avez vu le harcèlement des policiers quand nos volontaires allaient le faire. Et il faut remercier les volontaires qui étaient présents sur le terrain malgré le harcèlement de la police. Parce que l'argent seul ne suffit pas. Il fallait qu'il y ait ces volontaires pour porter les produits, les masques et les gels des magasins
où ils étaient et aller, n'est-ce pas, affronter les policiers, les représailles de la police sur le terrain pour apporter ces produits barrières aux populations. C'était extraordinaire. Je sais que il y a un documentaire qui est en train de se faire, oui, qui est en train d'être monté sur cet épisode, et j'espère que vous travaillez sérieusement avec les Mathieu et tout ça pour que ce document sorte, parce que ce sera un très bel héritage, n'est-ce pas, pour cette période-là. Voilà. Personnellement, nous qui l'avons vécu, disons que ça a été un excellent exercice de solidarité qui nous aura permis de découvrir le Cameroun profond. Président, dans vos derniers tweets, il y a une constante qui se dégage. Vous indexez une malheureuse attitude, une fâcheuse tendance, celle de certaines personnalités se réclamant de l'opposition, qui, selon vous, feraient plus dans la diversion et la distraction. Pouvez-vous être un peu plus explicite sur la question? Et puis, 1 an après votre sortie de prison, quel est l'état des lieux que vous faites de la lutte contre le régime dictatorial de M. Biya? En fait, sans voir votre question, cette question, j'avais déjà commencé à répondre à cela. Parce que tout à l'heure, quand je parlais vraiment des deux camps, oui. Les forces rétrogrades, n'est-ce pas, des forces rétrogrades, de conservatisme féodal, villageois, religieux, qui sont des ennemis du progrès, qui sont les ennemis de la science et de la technologie, qui sont les ennemis de l'émancipation de la femme, les ennemis du progrès de l'enfant. C'est un camp. Et c'est ce camp où vous voyez M. Biya et tous ses affidés qui forment une coalition aujourd'hui au pouvoir, quels que soient les partis politiques. Et quand on voit, encore une fois, pourquoi le Nord est là où il est, et c'est M. Abdelaziz Moundé qui faisait cette corrélation en disant, il a ressorti la dernière fois, le nombre d'officiels, le nombre de dignitaires que le Nord a eu sous le régime de M. Biya. Et donc, si on devait faire la corrélation entre le nombre de dignitaires que le Nord a eu sous M. Biya et le développement, le Nord serait très développé. Malheureusement, notre thèse est que non, ce n'est pas comme ça qu'un pays se développe. Et c'est pour ça que je disais qu'Abdelaziz Moundé avait raison. Le développement se fait quand vous avez justement de l'autre côté, en face, des forces de progrès, des forces qui sont pour l'émancipation, n'est-ce pas, des talents, pour les libertés, pour l'expression des libertés, qui sont ouvertes à la science, et à la technologie, qui sont des forces de libéralisme religieux, qui ne font pas dans l'intégrisme, vous voyez ce que je veux dire, qui ne font pas dans le tribalisme, qui regardent l'être humain, pas en tant qu'originaire d'une tribu, mais en tant qu'être doté d'intelligence, qui regarde le petit enfant que vous voyez dehors, il est tout petit, mais vous dites que ça peut être un Mozart, ça peut être un Einstein, à condition que les conditions soient créées. Quand moi je vais au nord, je le répète, et que je vois les enfants qui sont au marché et ainsi de suite, vivant dans la désolation, pour moi, ce que j'ai en tête, c'est que ça peut être des Einstein, ça peut être des Mozart, à condition que les conditions politiques soient créées, les conditions institutionnelles, pour que ce gamin devienne un bon mathématicien, ensuite devienne ingénieur, pour qu'il devienne médecin, pour qu'il devienne un avocat, pour qu'il devienne sida. Nous ratons tout cela avec un pays qui a une telle population et qui est doté de tant de ressources naturelles. Le plus grand crime que ce régime ait commis, quand vous voyez qu'on appelle le Nord vivier électoral, parce que ce qui les intéresse, c'est l'électorat. Mais ce qui m'intéresse, c'est les populations du Nord. Quand vous pouvez imaginer que les gens aient ignoré ce que je suis en train de dire, qu'il y ait une population aussi importante de jeunes,
je dis bien, une population aussi importante de jeunes, je leur donne les moyens de s'éduquer. Et là, on aurait eu Einstein, on aurait eu Schumpeter, on aurait eu Stiglitz, c'est-à-dire de grands économistes, on aurait eu de grands médecins, on aurait eu de grands chercheurs. Le nom ne serait pas là où il est. On n'aurait pas eu d'entrepreneurs qui soient à la solde du gouvernement, mais on aurait eu de vrais entrepreneurs, des innovateurs, des gens, des entrepreneurs, des jeunes gens qui remettent en cause la situation, des véritables capitaines d'industrie qui sont là pour développer les ressources naturelles. C'est de ça que je rêve pour le Nord. C'est ça qui est important. Et je rêve cela pour le Nord au-delà de la partisanerie politique. C'est-à-dire, je soutiendrai toujours le parti qui viendra dire que c'est ces conditions qu'on va mettre en place pour que la femme du Nord s'émancipe, devienne libre, pour que le jeune du Nord, quelle que soit son origine, nous avons l'habitude de dire à Agir que quelle que soit l'origine, rien n'est écrit. Ça veut donc dire que moi, je ne veux pas dire Inch'Allah. Moi, je ne veux pas dire Inch'Allah qu'il est écrit. Non. Je dis que non. Allah va nous aider à condition que nous-mêmes nous fassions déjà notre part. Et donc, mon Inch'Allah va venir quand j'ai déjà fait mon propre effort. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai mis toutes les chances de mon côté et après je dis maintenant Inch'Allah. Maintenant que Dieu fasse sa part. Mais moi, j'aurais déjà fait ma part. C'est ça que je vais faire avec les enfants au Nord. Quand moi, je dirai Inch'Allah, mais j'aurais déjà fait ma propre part. Et ma propre part, c'est ce que je viens de vous dire. On est donc loin de la diversion, on est dans l'action. Tout ce qui nous éloigne de ce que je viens de vous dire, justement, en essayant sur les accessoires et tout ça, font de la diversion et de la distraction. Voilà le fondement d'une vraie lutte politique. C'est une lutte qui est portée, Serge et Hippolyte, c'est une lutte qui est portée par une vision, c'est une lutte qui est portée par une idéologie, c'est une lutte qui est portée par des valeurs. Voilà les valeurs auxquelles je crois. Je viens de vous dire que je dirais Inch'Allah, lorsque moi, j'aurai fait ma part pour que les enfants au Nord soient libérés, les femmes au Nord soient émancipées, les infrastructures y soient, n'est-ce pas? Qu'il y ait les routes, qu'il y ait l'électricité, qu'il y ait les écoles, qu'il y ait les hôpitaux, et ainsi de suite. J'aurai fait ma part. Et à ce moment-là, je vais dire Inch'Allah. Président, le régime de Yaoundé vient de parachever son hold-up par l'organisation d'un scrutin, des élections régionales supposées consacrer leur fameuse décentralisation. Qu'est-ce qui a ou va changer selon vous? Est-ce que cet exercice a remis... Je crois que cet exercice a remis à l'ordre du jour l'inféodation du pouvoir traditionnel, des chefs traditionnels, au pouvoir politique de Yaoundé. Je crois que si vous ne voulez pas... Vous voulez terminer votre question peut-être? Vous devez pas terminer. Oui, c'est vrai qu'elle est un peu tendancieuse, mais je voudrais... Allez-y. Non, mais vous-même, vous êtes tendancieux, allez-y. Vous savez que c'est un statut que j'assume pleinement. Quelle est la place aujourd'hui, à votre avis, qu'on va donner à l'institution traditionnelle, Président? Écoutez, je pense que vous tirerez la conclusion de ce que je vous ai dit. J'ai classé les deux types de forces. J'ai dit les forces rétrogrades de conservatisme féodal, villageois et religieux. Où les classez-vous? Vous pouvez voir, je répète, les forces rétrogrades de conservatisme féodal, villageois et religieux, ennemis du progrès, ennemis de l'émancipation de la femme, ennemis de l'émancipation de l'enfant, ennemis de la science et de la technologie, qui sont des forces en fait intégristes, par opposition aux forces de progrès, vous voyez, qui sont des forces libérales, des forces de progrès, qui promeuvent les libertés. Liberté de croire, liberté d'entreprendre, liberté de s'éduquer, liberté d'aimer, liberté de réussir, liberté d'échouer et de recommencer. Vous pouvez comprendre qu'à partir de cette division, ce qui vient d'être fait au niveau des élections régionales
n'ayant rien changé au fondement de ce système, il reste toujours un système rétrograde de conservatisme féodal, villageois, religieux, ennemi du progrès, ennemi de la science et de la technologie, dont il ne faut rien en attendre. Sauf qu'il va nous coûter un peu plus cher au niveau du budget. Sauf qu'il va nous coûter un peu plus cher au niveau du budget sans rien apporter. Il va produire des parasites de plus qui vont consommer sans contribuer à la création de richesses. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Lorsque vous avez créé le Sénat, alors qu'il y avait un Parlement, qui lui-même était déjà une chambre d'enregistrement, qui ne, comme des parasites, qui n'apportait rien à la création de richesse, mais qui consommait la richesse. Et lorsque vous y ajoutez le Sénat, vous n'avez pas eu l'impression qu'il y a eu de valeur ajoutée, mais vous avez eu clairement l'impression qu'il fallait acheter plus de véhicules, qu'il fallait mettre plus d'argent à des parasites qui n'allaient faire que consommer la richesse sans contribuer à la créer. Et là, vous créez un autre palier, n'est-ce pas, de parasites qui vont simplement consommer sans apporter rien à la création de la richesse. Donc, le système était déjà inerte, mais en réalité, vous renforcez son inertie. C'est ça que je crains. Donc, si vous étiez dans une impasse, mais vous n'avez plus aucune chance d'en sortir. Deadlock. Absolutely deadlock. This is absolute deadlock with no way out. Then you cannot. I mean, you know, this is exactly what I'm saying. As I told you, the DNA of this political system is so that the system cannot progress. Those are forces of regression. Those are forces of regression. They are enemy of progress. They are enemy of science and technologies. Those are kind of religious and feudal conservatism. They cannot produce any. Actually, they are consuming wealth without creating it. They are parasites. The DNA of this system is to generate parasites, to generate predators, generating predators. And you know what is the essence of a predator? The essence of a predator is to kill all the animals for it to survive. This is a predatory system which can only survive by killing the other people. By killing the other people. That's the nature of this system, you know? And so, you still remember that when Biya had on we had once the lower chamber, let's call it the parliament before, and this parliament was not producing anything. Actually, they were parasites consuming wealth without contributing to generate wealth. He added on top of it, he added the Senate. And then the senators were all the same. It has actually worsened the system because the system has just become a kind of budget consumers, consuming budget without generating wealth. Any impact on the population? There is no impact on the life condition of the people. And now, through the election, the regional election, you're not going to expect any added value on the system. Actually, the system is going to worsen. The system, if we were in a deadlock, then you should forget about it. We are now in a kind of absolute darkness with no way out, you know, except what we are saying that this system has to change. Because the real issue is to change the system, to transform the system structurally. If this system is not changed, then there is no way out, there is no way forward for the younger generations. So the only way out for the younger generations is fundamentally to change the system, which will induce a change of vision and which will induce a change of the way of doing processes and products and so on and so forth. Thank you, Mr. President. Let us talk about the Anglophone crisis. 2016-2020, Mr. President, 4 full years of trouble. Absolutely. 4 years of a stupid game of cat and mouse. Absolutely. Thousands of deaths. Yeah. Hundreds of villages destroyed. Mm-hmm. Thousands of internally displaced persons. Absolutely. A national dialogue that has produced no fruit. Zero. How long will it ordeal
how do you judge the role of the international community in this affair? And if you should give a roadmap today, what would it be? You know what? This Anglophone crisis is one of the illustration of the nature of the system. You know, this is a small crisis which started as, you know, lawyers, Corporate eradication. lawyers and school teachers, claims, grievances. If this regime, by its DNA, was actually equipped, if this regime were equipped to resolve this kind of issue, a small issue like this one, we should not be at kind of 4 years later with a crisis, a small crisis, that has escalated to become a violent conflict, a deadly conflict, armed conflict, claiming more than 3,000 deaths, more than 600,000 people internally and externally displaced, more than 300 burned villages. So you can see that through the illustration of the Anglophone crisis, you can see the devilish nature, the destructive nature of this system. It's not equipped. It's not equipped. It's like a kind of internal built-in mechanism. It does not have any internal built-in mechanism. It's not kind of driven by a DNA to resolve, you know, the society's problem and aspirations. It's unable to do it. That's why we find ourselves in this deadlock today. 4 years afterwards, the crisis has actually worsened, going from a small crisis escalating to what I've just told you. And you will see, because all the government focus is now on the Nozo crisis. We have even forgotten that there is another crisis up north. Of course, yes. In the far north. I'm talking about Boko Haram. Yeah. You know? And then there is another one in the eastern area of the country. Yes. Back of the country. You understand? So tell me, you see, and the crisis up north is going to worsen. It's going to aggravate. It's going to become much more serious. And the government will be less and less able to respond to it. That will be all the same with what is happening in the eastern area. But if you need to strategize by saying that I could have resolved the northwest and the southwest crisis without recoursing to the military option, just through a dialogue with the people, without any money spent, without recoursing to arms, weapons. You see the stupidity of this? You see the stupidity of the regime? Because the northwest and southwest crisis could have been resolved only by an inclusive dialogue, calling people around the table, trying to see what is the problem, can we discuss it, can we among ourselves find a solution for it. So we're saving all the money that we're spending there, we're coming out with some institutional problem, institutional solutions I want to say, political solution, and the problem, the crisis on the northwest south would have been resolved. What they have chosen, the military solution, which is not going to resolve the issue. There is no such issue that can be resolved through any military option. We have seen it through the Vietnam War. We have seen it through some other conflicts. This is not going to be resolved through weaponry, through any military solution. We have to find a political solution. But for some people to find political solution, it means the regime has to be open to an inclusive dialogue, an inclusive and genuine dialogue, getting people, all the people around the table. And then you resolve it, and you can actually have enough resources to focus the resources and concentrate the resources trying to resolve the other crises at the north. For not having done that, you will see that no one of these crises is going to be resolved. And actually the impact for the country will be
kind of worsening the investment climate, worsening the social climate, and Cameroon will be a terror of desiring, desolation. Is going to be much more serious. And we were talking earlier about the level of impoverishment, which is going to increase. We're talking about the nature of the social dismantling of this, of the wavering of the society, the social fabric, which is dismantling, torn apart. The situation is going to worsen. We're talking about, the inequalities is going to aggravate. We're talking about the social injustices, the lack of infrastructures, road, water adduction, railways, electricity supply, all those housing, all those aspects of our lives, they are going to worsen. So you can see what's happening when you don't resolve one crisis and how it can just compound on the other crisis and so on and so forth. It's going to have a kind of compound effect, and the whole country will be in a worsened situation. And the whole investment climate is going to worsen, and you won't be able to attract foreign direct investment in this country, and it's going to impact on the growth, despite the new strategy that the government has come up with, which is really a matter of, mockery. Because if they were not able to achieve the objectives in the former strategy for growth and employment, it's not now that the country is in a worse condition that they are going to achieve anything. I'm really sorry. Il y a une actualité qui a traversé les réseaux sociaux ces 2 derniers jours. Elle est relative à la publication, ça devrait être une fuite, d'une liste de déserteurs de l'armée camerounaise. On compte à peu près 700 hommes qui auraient déserté. Une information comme celle-là, qu'est-ce que ça peut inspirer, Président? C'est complètement en ligne avec ce que je suis en train de vous dire. À un moment donné, quand les gens... vous savez, dans l'armée, les soldats ont d'abord besoin d'avoir confiance en leur chef. Dans l'armée, les soldats ont besoin d'avoir confiance en leur chef. Les soldats ont besoin d'être inspirés par leur propre chef. Quand les chefs, les généraux, les colonels ne sont pas des modèles, des exemples pour les soldats désertent. Parce que quand il y a un tel niveau de corruption dans l'armée, mais qui se manifeste essentiellement à la tête de l'armée, vous comprenez? Tout à fait. Ça n'échappe pas aux jeunes gens de 18 ans, 20 ans, de se poser la question pourquoi ils sont en train de se battre. Ça n'échappe pas à leurs parents de se poser la question pourquoi leurs enfants doivent se sacrifier. Parce que nulle part ailleurs que dans l'armée, nulle part ailleurs, il n'y a pas un autre corps où il est si important que les chefs, c'est-à-dire les généraux, cherchent à bâtir un esprit de corps. Nulle part ailleurs. C'est un peu, je dis nulle part ailleurs, bien sûr, parce que c'est l'armée. L'autre corps, vous pouvez le voir, c'est le sport. C'est-à-dire que vous voyez souvent nos lieux indomptables. Quand ils avaient l'impression que, au fond, il y a des gens qui profitent sur leur dos, les lions étaient complètement démobilisés. Ils avaient l'impression que les chefs sont là pour se faire de l'argent, mais à leur détriment, sur leur dos. Ça créait une très mauvaise atmosphère dans l'équipe, une très mauvaise ambiance. Ça ne créait plus cet esprit de corps qui est nécessaire quand une équipe doit être ensemble, n'est-ce pas? Cette solidarité. Et forcément, si les gens étaient sur le terrain, vous pouviez les voir sur le terrain, mais mentalement, ils ont déjà déserté le terrain. Il y avait les déserteurs mentaux et il y avait les déserteurs physiques. Donc, ici, vous avez certainement dans l'armée des gens qui sont encore là, mais qui mentalement ont déjà déserté. Celui-là ne fait rien sur un champ de bataille. Maintenant, vous êtes en train de constater ceux qui ont déjà déserté physiquement.
Mais moi, j'attire votre attention sur ceux qui ont, par rapport à ceux qui ont déjà déserté mentalement pour ce que je viens en raison de ce que je viens de vous dire. Président, parlons du budget 2021 qui vient d'être adopté par la représentation nationale. Un autre budget en augmentation, malheureusement, avec une part faramineuse qui est affectée au service de la dette. En parlant de cette dette, Président, des économistes du régime de Yaoundé, que j'appelle les économistes de plateau télé, affirment qu'elle reste soutenable et qu'il est encore possible pour le Cameroun de lever des fonds. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de creuser encore un peu plus la situation désastreuse dans laquelle nous nous trouvons. On a appris aussi que dans le même temps, le MINFI a lancé un audit du stock de cette dette. Qu'est-ce que ça peut vous inspirer, un audit? Et comment est-ce qu'on pourrait arrêter la spirale de l'endettement? Concrètement, comment est-ce que vous pouvez décrire l'économie du Cameroun aujourd'hui? Vous savez, l'économie en réalité, c'est les chiffres. Je dis, du point de vue de la croissance, nous peinons à dépasser 3%. Donc ça, ce n'est pas un secret pour que ce soit. Nous sommes là aussi dans une impasse avec des déséquilibres macroéconomiques qui sont structurels, déséquilibre de la balance des paiements, déficit de la balance des paiements, déficit commerciaux qui doit dépasser aujourd'hui 1200 milliards de francs CFA, avec un pays qui importe plus de 700 milliards de francs CFA de denrées alimentaires de grande consommation, c'est-à-dire incluant le riz, le sucre, la farine, le poisson, les huiles végétales, toutes choses qu'on pourrait, n'est-ce pas, produire localement. Ça, c'est des chiffres. Et qui, les produisant localement, n'est-ce pas, créer des emplois pour les jeunes, vous voyez ce que je veux dire, et on aurait ainsi beaucoup plus de moyens. Avec une économie informelle qui est devenue prépondérante, qui représente plus de 80%, n'est-ce pas, de l'appareil de production du Cameroun, c'est-à-dire des gens que l'État n'a même pas les moyens d'encadrer, de connaître, et a décidé simplement de les abandonner. Donc des gens qui travaillent dans l'informel. Ça, c'est du concret. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on parle du nouveau budget, ils ont fait le point sur le budget précédent. Moi, j'aurais d'abord commencé, chaque fois, lorsque tu dois parler d'un nouveau budget, il faut d'abord faire le point sur les réalisations budgétaires de celui d'avant. C'est un exercice qu'ils ne font jamais. Et naturellement que les parlementaires qui sont à la solde du gouvernement ne leur posent pas comme question ou comme exigence. Je vois mal comment vous pouvez commencer à parler d'un nouveau budget sans avoir monté les réalisations du budget précédent. Comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est une faute extraordinaire. Je ne veux même pas parler du nouveau budget parce que j'aurais d'abord préféré qu'on commence à parler de l'ancien budget. Parce que j'aurais tiré les enseignements de l'ancien budget pour réorienter le nouveau. D'accord? C'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes en train de parler de la fameuse dette. Bien entendu, pour un pays comme le nôtre, dans le cadre de l'initiative des pays pauvres très endettés, la dette du Cameroun avait été annulée. Elle était tombée à moins de 15% à travers toutes les annulations. Mais il n'est pas dit que quand votre dette baisse, vous devez automatiquement vous endetter. Et ce que ces gens, par leur boulimie, par leur cupidité, ont fait, c'est qu'en 2006, après avoir échoué une première fois en 2003, dès qu'on a annulé la dette, dans le cadre de l'initiative des pays pauvres très endettés, ils se sont précipités dans une espèce de frénésie pour recommencer la dette. Et naturellement, ils ont commencé à dire que oui, la dette est soutenable. Mais vous imaginez, on vient de vous annuler la dette, elle est presque à 0%, vous pouvez recommencer et commencer comme des gens qui n'ont tiré aucun enseignement de la phase précédente. Or, il s'agissait d'en profiter pour ne plus s'endetter, je veux dire, de manière indue, ne plus prendre de la dette pour faire les tracteurs de Bolova, pour faire
l'usine hydroélectrique de Mékin, pour faire l'usine de manioc de Saint-Médima sans manioc, pour faire l'abattoir de Bafang sans volaille, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ou alors, toutes les infrastructures que vous connaissez, où le rapport de la Banque mondiale de 2018 vous dit que, n'est-ce pas, généralement, les projets du Cameroun qui sont faits au Cameroun sont surfacturés avec des délais excessifs comparés aux pays, n'est-ce pas, d'économies similaires aux nôtres. Et je ne veux pas parler des agropoles. Et je ne veux pas parler de tout l'endettement que l'actuel ministre des Finances, lorsqu'il était ministre de l'économie, toutes les dettes qu'il a prises à son compte, et qui sont des dettes improductives, et qui sont des dettes qui ont financé des éléphants blancs. Pourtant, c'est lui qui demande un audit de ces dettes-là. Mais c'est complètement inutile. Pourquoi faire l'audit de ces dettes? Parce que, je le répète, il s'agit d'abord de faire l'audit des dépenses. Il faut déjà apprendre à dépenser de manière efficace, à dépenser de manière qualitative. Parce que, vous savez, le problème, c'est un problème de home economics, c'est comme une économie domestique. Vous recevez certains revenus, et puis vous vous dites, je dépense mieux. En dépensant mieux, en évitant du gaspillage du budget, du gaspillage de vos recettes, vous dégagez de l'épargne. Comprenez ce que je veux dire? Vous dégagez de l'épargne. Et cette épargne, normalement, doit vous suffire à financer vos infrastructures. Si je vous dis que je prends un budget de 5 000 milliards de francs CFA, je me donne pour objectif d'économiser là-dedans 10%, c'est-à-dire 500 milliards. Comment vous ferez concrètement pour économiser 10% sur 5 000 milliards? Mais j'évite de dépenser. Regardez là, on vous dit qu'on va faire des péages là. On va faire des péages. 14 ou 15 péages, n'est-ce pas, qui vont vous coûter, je crois, personne n'a le chiffre vrai. Hein. Il y en a qui parlent de 150 milliards, ils parlent de 38 milliards, ils parlent de 40 milliards. On est perdu là-dedans. On est perdu là-dedans. Mais rien qu'en parlant, en regardant le processus, je me dis, mais attendez, je ne peux pas être en train d'envisager la construction d'une boucle autoroutière, Douala, Bafoussam, Yaoundé, Douala, où il y aura des péages, et en même temps envisager des péages sur les petits axes que nous avons là. D'accord? Nous avons attendu 20 ans. Nous pouvons donc attendre de 3 ans, 5 ans que la construction, pour nous concentrer sur la construction de la boucle autoroutière, n'est-ce pas? Construction qui va intégrer nécessairement, n'est-ce pas, la construction des péages comme il faut. Vous ne voyez pas au niveau de la qualité de la dépense que je fais mieux, j'organise mieux la chose? C'est de ça qu'il s'agit. Vous, pour la CAN, regardez la qualité de la dépense. Regardez le nombre de stades que nous avons construits. Et à quel prix? Allez, vous m'avez précédé, c'est bien. Parce que je parlais déjà du nombre de stades. Dans la même ville, vous trouvez 4 stades. Parce que quand vous regardez Yaoundé, Olembe, Omnisport, stade militaire, et ainsi de suite, vous pouvez voir que dans cette ville, vous pouvez vous poser la question. Et puis les stades annexes, vous pouvez vous poser la question à quoi servent ces stades. Vous regardez la ville de Douala. Mais vous regardez par contre que les villes secondaires n'ont rien. Alors, vous avez parlé à la fois de, n'est-ce pas, la configuration, le choix optimal, l'optimisation du choix budgétaire. Et vous avez ajouté le coût. Vous allez voir que rien que si vous y réfléchissez un peu, au niveau de la canne, ce n'est pas simplement 10% qu'on aurait économisé. Si on regarde bien, c'est peut-être la moitié même de ce budget qu'on aurait économisé. C'est beaucoup d'argent. C'est plus que 10%. Et vous pouvez faire l'exercice comme ça sur de nombreuses dépenses qui sont du gaspillage pur et simple, sur lesquelles le ministre des Finances devrait se concentrer. C'est pour ça que je parle, le véritable audit qui est urgent, c'est l'audit des dépenses. Parce que c'est le gaspillage des dépenses qui entraîne le recours à la dette. Et le recours à une dette qui est une dette improductive, qui financera des éléphants blancs. Et cette dette devient une hypothèque pour les futures générations. Et j'ajoute en me posant la question de savoir pourquoi l'audit de la dette.
puisque la Caisse autonome d'amortissement ouais. a sa création avec pour mission, n'est-ce pas, de donner plus de visibilité à la dette du Cameroun. Parce qu'au moment où on était, lors de la première crise, là, vers les années 80, le Cameroun ne connaissait même pas l'état de sa dette. Il y avait des moments où on payait la même échéance 2 fois. C'est le pays créancier qui vous disait que non, vous avez déjà payé. Tellement il y avait du désordre à ce niveau-là. Et c'est là où on crée la Caisse autonome d'amortissement pour qu'elle puisse effectivement donner l'état de la dette du Cameroun. Aussi bien ses montants, ses créanciers et ses échéanciers. Et j'imagine simplement que si la Caisse autonome d'amortissement fait bien son travail, nous devrions connaître l'état de la dette du Cameroun. Je ne comprends donc pas dès lors pourquoi le ministre des Finances estime prioritaire de venir faire l'audit de la dette, qu'il fasse l'audit des dépenses budgétaires du Cameroun. C'est là où son rôle doit se trouver. Il est ministre des Finances. Et il va voir là-dedans, au niveau du budget, le gaspillage budgétaire. Il va découvrir le gaspillage budgétaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Parce que s'il fait l'audit de la dette, il sera en train de faire l'audit de 5% du budget. Vous comprenez ce que je veux dire? Il sera en train de faire l'audit de 5% du budget. À tout le plus, il serait peut-être en train de faire entre 5 et 10% du budget. Mais s'il fait l'audit de la dépense, il sera en train de faire l'audit de tout son budget. Et là, il va découvrir des niches de gaspillage qui sont inutiles, il faudra qu'il les élimine. Et il pourra dégager une épargne intérieure qui évitera que le Cameroun ne continue la spirale de la dette. Merci, Président. Président, plus de 800 milliards de francs CFA pour la tranche restante des travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala, soit un peu plus de 6 milliards par kilomètre. Nouveau record battu. Nouveau record, ça correspond à ce que la Banque mondiale est en train de dire. Mais le ministre des Finances doit faire l'audit de ça. Comment est-ce que c'est dans ce système? Non, mais justement, c'est ça que tu vois. Vous voyez, c'est ce que j'appelle l'audit de la dépense. Parce que forcément, ça va devenir une dépense. Forcément, ça va devenir, parce que c'est une dépense, puisque vous prévoyez ça dans l'investissement. N'est-ce pas? Regarde ce qui est 800 milliards. Imaginez 800 milliards. Si le ministre des Finances fait, ça c'est une dépense, il y a une dépense de fonctionnement, une dépense d'investissement, ça c'est une dépense d'investissement. Si le ministre des Finances s'appesantit sur cette dépense d'investissement, sur sa qualité, qu'il réussisse à la réduire de moitié par hypothèse, il a déjà économisé 400 milliards. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Il a déjà économisé 400 milliards. Et si, vous comprenez le cycle, il a déjà économisé 400 milliards automatiquement. Et s'il réussit à faire un peu plus, il aura économisé 500 milliards. Et voilà autant qu'il n'aura pas cherché sous forme de dette extérieure. Mais c'est le travail qu'il doit faire. Et s'il fait par exemple un très bon PPP pour l'autoroute, un très bon PPP qui soit attractif au niveau des partenaires privés, comme ce qui s'est passé, je vous le signale, pour le 4e pont, le 3e pont à Abidjan. Le 3e pont à Abidjan, c'est un fonds financé par PPP. Vous y voyez les péages, et vous y voyez d'ailleurs un péage qui correspond à ce qui se passe. Hein. Il faut qu'on se renseigne. J'espère qu'on pourra un jour avoir des images, comme on est en train de faire notre nouvelle plateforme. On pourrait avoir des images assez rapidement, par exemple, du 3e pont à Abidjan. Vous verrez de quoi je parle, il y a des péages que vous allez voir. Vous allez voir que si nous réussissons à faire des économies, déjà au niveau de ces investissements, mais du coup, la dette disparaît. Et si vous financez même pas PPP, c'est-à-dire que le partenariat public-privé, il n'y a pas de dette. Mais il n'y a pas de dette. Puisque c'est le partenaire privé qui amène ses financements et on fait tous les calculs pour ça. On fait des banking cases, on fait les études et ainsi de suite pour voir que le partenaire privé aussi, que ça ne devienne pas, n'est-ce pas, une affaire foireuse où le partenaire privé va exploiter. Mais les calculs sont faits pour ça, pour qu'il puisse rentrer dans ses fonds normalement et avoir un rendement tout à fait normal. On fait le calcul. Et on n'est pas dans ce genre de cycle où chaque fois, on vient vous annoncer des dépenses, des infrastructures et ainsi de suite, qui n'en ont pas besoin. N'en ont pas besoin. Le deuxième, par exemple, pont sur le Vouri,
était un candidat, le deuxième Ponce de Louis était un candidat tout indiqué pour les PPP. Pour les PPP. On n'aurait pas pris la dette de 140 milliards auprès de l'AFD. C'était un candidat pour les PPP. Et il y avait des candidats. Le gouvernement l'a refusé parce qu'il préfère des projets en régie pour farfouiller là-dedans, trafiquer là-dedans. Vous comprenez? Vous avez la réhabilitation des 2 aéroports de Douala et Yaoundé. Vous pouvez même y ajouter, si tout marche bien, les aéroports Maroua et Bafoussam et tout, Bamenda. On peut ajouter dans le cas de PPP. Il s'agit de bien les étudier. Sans parler des chemins de fer. Les montages peuvent être faits. Les montages peuvent être faits. Partenariat public-privé. Mais dans la transparence la plus totale, on ne serait pas en train d'être pris avec tout le temps vous entendez les chiffres d'endettement qui n'ont pas de raison d'être. Thank you, Mr. President. You've said of Cameroon that it is a psychologically sick society. And of the Cameroonian people that it has lost confidence in itself. That is very serious, sir. What is the basis of your observation and how can you reverse that trend? Is it still possible to reverse the trend? Yeah, you know what I said. The first thing, as you know, the motto of ACT is your life you call. Your life you call. ACT Agir. The motto is your life you call. And your life you call, it means you should take your destiny, you should take control on your own life. And to have control on your own life, you need to have confidence in yourself. You need to have this kind of self-confidence in yourself. If you lose confidence in yourself, there's no way that you're going to gain control on your own life. So this is a condition precedent for the youth to again be in a position to really empower themselves, to gain control in their own life, to not get discouraged, Because what I'm finding today in a number of young people, women and men, girls and boys, is this kind of despair, is a state of despair, is a state of desiring. And when they are in this state of desiring, there is no perspective. It's like, the horizon is gloom. The perspective is bleak. And this is no good, because when the horizon is gloomy, the perspective is so bleak, it means they're in deadlock. And when you are in deadlock, you are like someone who is, in French, we say acculé. You're acculé. So there's no way out, because you are in an impasse. Sont dans une impasse. La jeunesse est dans une impasse. So, the first thing to do is to create the condition so that they can gain control in their own life. And the first condition is for them to have confidence in themselves. Ils doivent retrouver la confiance en eux-mêmes, les jeunes. C'est ce que je sais. Même quand vous allez faire un combat, et ainsi de suite, que vous allez faire des combats dans les arts martiaux et tout, si tu crois déjà que tu as perdu le combat d'avance, il ne faut pas aller le faire. Il ne faut pas aller le faire. Si vous pensez que vous allez sur le terrain et que vous avez déjà perdu le combat, il ne faut pas aller le faire. Donc, je veux rebâtir cette confiance. This is what I'm trying to do, so that the young people can gain confidence in themselves. And they should say, yes, we also can. Yes, we can. Yes, we can. And because they will say, you still remember President Obama telling to the American youth, yes, we can. Where does he stand by that? When did he say about how many years back? It was in 2008, I think so. 13 years already. 13 years already. Why was he saying, yes, we can? It was all about this creating the condition for the young people of America to have control, to have confidence in themselves. That's why we're saying, yes, we can.
And we here, we need to get these young people in a situation where they can say, yes, we can. And not that, bien boya, on va faire comment? Bébé, bien boya. You hear me say something we can do? Bien boya, on est fini. On est fini, bébé, on est fini. No, we have to get out of bien boya, bébé, on est fini. Bien nous a fini. Bien nous a fini, bébé, on ne peut plus rien faire. Bien boya. I need to get them to say, we stand up. Let's stand up for the fight. Let's stand up for our life and say, yes, we can. From the north to the south, from the east to the west. That's the reason. Thank you so much, Mr. President. C'est sur cette note que je qualifie de note d'encouragement que nous allons terminer notre entretien de ce jour. Nous vous remercions pour le temps que vous avez accepté de nous consacrer. Dear viewers, nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous pour samedi prochain à la même heure. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Shukran.